Ophtalmologiste à la Fondation Rothschild, ultra-trailer et alpiniste, je reçois aujourd'hui le docteur Christophe Pantier. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison et ce nouvel épisode de Vision d'expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast, dont l'objectif est toujours d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques comme l'optimisation de la cotation ou le développement du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, le docteur Pantier nous parle d'ophtalmologie, notamment de greffe de cornée et d'IA en ophtalmo, mais également de l'importance pour lui de son équilibre grâce à la montagne entre vie perso et vie professionnelle. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. L'enregistrement est lancé. Mon invité aujourd'hui, le docteur Christophe Pantier. Bonjour, comment tu vas? Eh ben, ça va impeccable, impeccable. Merci d'être venu, hein, parce que on a plein de choses à voir et des choses qui me tiennent beaucoup à cœur. On va le voir et pas que l'ophtalmologie. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, évidemment, on parlera de tes études, comme d'habitude, de ton poste, hein, au sein de la Fondation Rothschild, ton intérêt pour l'intelligence artificielle, un sujet d'actu, et puis on abordera quelque chose que j'ai jamais abordé, c'est le côté work-life balance, l'équilibre vie pro, vie perso, que je sais être quelque chose qui te tient à cœur. Et par le biais notamment de tes passions sportives. Voilà. Mais comme d'habitude, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Alors, je suis effectivement le docteur Christophe Pantier, je suis chirurgien à la Fondation Rothschild. Je fais de la chirurgie du segment antérieur et donc je suis chef de service adjoint d'un département où on fait de la chirurgie réfractive, de la greffe de cornée et de la chirurgie essentiellement de la cataracte. D'accord, Voilà ok. pour ma casquette professionnelle. Super. Et donc, du coup, tes études, comment il se fait que tu sois venu à l'ophtalmologie finalement? Quel a été le déclencheur? Alors, l'ophtalmologie, ça a été assez jeune parce que j'ai un père ophtalmo, donc ça joue. Donc mes parents sont médecins, j'ai toujours su que la médecine, c'était quelque chose qui me plaisait parce que je les voyais travailler et prendre du plaisir dans leur travail. Et puis, j'ai voulu, comme tous, me sortir un peu de mon champ un peu de facilité. Donc, j'ai eu envie de faire d'autres spécialités, mais rapidement, je suis revenu sur l'ophtalmologie parce que je voulais faire de la chirurgie, parce que je voulais de la chirurgie fine, intéressante. Je voulais pour être autonome complètement. L'ophtalmologie, on est le médecin du début à la fin dans la prise en charge. Donc voilà, donc l'ophtalmologie s'est imposée assez naturellement. D'accord, très bien. Donc, l'ophtalmo, c'est une chose. Les surspécialités que tu as pu choisir et la fonda surtout, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Bien sûr. Alors la Fondation Rothschild, alors tout d'abord, après la surspécialité, heu, la greffe de cornée, j'ai toujours été voilà, la greffe de cornée, c'est quelque chose le fait de greffer les gens, c'est une relation extrêmement particulière avec les gens et c'est toujours quelque chose qui m'a, moi, beaucoup plu et quand je suis passé dans d'autres types de spécialités, la greffe, ça on a un rapport avec le patient qui est super intéressant et très, très enrichissant donc c'était ça. L'autre chose, c'est la technicité de l'ophtalmologie. Aujourd'hui, c'est une spécialité qui est hyper technique et si on a un profil un peu geek, un peu joueur, voilà, il y a tellement de choses à comprendre et à apprendre avec de la technologie de pointe que c'est super intéressant. La Fondation Rothschild, bah, c'est une grande maison de l'ophtalmologie, comme il en existe d'autres à Paris, mais c'est une très belle maison et ouais, je suis dans le service du docteur Gatinel et lui m'a fait confiance quand, à la fin de mon internat, en me proposant de travailler avec lui et je me suis reconnu dans cette équipe dans laquelle j'ai grandi après, mais c'est surtout une histoire d'opportunité et de rencontres. D'accord. Donc, la fondation Rothschild, donc du coup la fonda, comme on dit, est très, très connue. C'est quoi sa particularité, par rapport à un hôpital, une clinique, classique? Alors la Fondation Rothschild, c'est une structure qu'on appelle, un ESPIC, c'est-à-dire que c'est une fondation privée, mais à but non lucratif et donc elle va prendre là tous les patients. Voilà, c'est comme un hôpital, on va soigner tous les patients, on ne trie pas à l'entrée. C'est du secteur 1, il n'y a pas de dépassement d'honoraires et cetera. On va donc bénéficier de subventions de l'État, pour faire ce travail d'hôpital, mais par ailleurs, on vit sur des fonds privés, avec une organisation privée, avec un management privé et ça donne à cette structure une souplesse, un dynamisme que tu ne peux pas trouver dans des très, très grosses structures, hospitalières qui vont devoir demander des nombreuses autorisations, et cetera. Donc la fondation, heu, cette dynamisme, en fait, s'est imposé comme une structure de référence, donc dans
la prise en charge des pathologies tête et cou. Parce que souvent, on dit la fondation, c'est l'ophtalmo. Mais voilà, la fondation Rothschild, c'est toutes les pathologies de la tête et du cou, la neurochir pédiatrique, neurochir adulte, l'ORL. Voilà, on est spécialisé dans la tête et dans le cou. D'accord, dans le secteur 1, tu parlais de chirurgie réfractive, tu fais la chirurgie réfractive là-bas aussi? Alors, la chirurgie réfractive, effectivement, c'est un pôle d'excellence à la Fondation Rothschild. Et la chirurgie réfractive, c'est d'une activité hors convention. Donc, comme elle est hors convention, elle est réalisée avec. Il n'y a pas de dépassement d'honoraires, en fait, en soi, c'est hors convention tout court. Voilà. Donc, ça, elle est effectivement réalisée à la Fondation Rothschild, à l'Institut Noémie de Rothschild, qui est un département particulier qui permet de recevoir les patients. Et effectivement, la Fondation a une expertise reconnue dans le cadre de la chirurgie réfractive. D'accord. Donc du coup, c'est quand même un engagement que de dire: «OK, ben, moi pour ma carrière, mon début de carrière, je vais» on va dire, parce que j'imagine que tu as fait un assistanat ou un clinica? Oui, j'ai fait un assistanat, ouais, à la Fondation Rothschild, du coup. D'accord et donc du coup, finalement les avantages de la fondation, l'ont emporté sur les sirènes du secteur 2? Alors oui, parce qu'en fait, la fondation, déjà parce qu'elle est privée, va te permettre déjà d'avoir des grilles de salaire qui ne sont pas exactement les mêmes que les grilles de salaire, à l'assistance publique, qu'ils vont la direction a tout à fait compris comment garder ses médecins dans ce type de fondation et donc nous permet d'avoir des avantages intéressants, voilà, ils font tout pour nous garder aussi, donc ça, c'est hyper intéressant. Bien évidemment, tu gagnes moins d'argent que si tu étais en secteur 2, c'est une évidence, mais le niveau de vie est tout à fait correct et l'intérêt du travail est incroyable. Donc, on voit des patients qu'on ne pourrait absolument pas voir ailleurs, y compris en privé, même en étant relativement connus ou très connus. Euh, la structure, l'effet structure est hyper important. C'est-à-dire que les gens, ils viennent pour voir un médecin, mais ils viennent aussi pour voir dans le cadre d'une structure. Et c'est là où la fondation te donne une étiquette que tu trouveras pas ailleurs. D'accord, donc excellent évidemment pour la réputation, surtout en début de carrière, j'imagine. Évidemment. Et donc du coup, j'ai vu pas mal passer de tes posts sur, et ton intérêt pour, l'intelligence artificielle. Comment ça se manifeste, concrètement? Alors, l'intelligence artificielle, c'est un vaste sujet en médecine déjà depuis un petit bout de temps. En ophtalmo, on était un petit peu en retard. C'est-à-dire que les premiers qui s'y ont vraiment mis, c'est les radiologues, avec beaucoup de traitements d'images, etc. Et nous, on était un petit peu derrière. Alors, l'ophtalmologie, c'est de l'image, c'est du traitement d'image. Donc, en fait, ça s'imposait naturellement à l'ophtalmo. Et on a la chance dans notre département, par le chef de service, le docteur Gatinel, par des partenariats avec des structures privées ou des laboratoires de recherche, de pouvoir avoir accès à, euh, à des technologies, on va dire, d'intelligence artificielle qu'on n'aurait pas pu avoir accès initialement il y a ça à peu près 10 ans. Donc, on a commencé à être pionnier dans l'intelligence artificielle et à développer des algorithmes, des calculs d'implants, voilà, etc. Et puis rapidement, en fait, on s'est rendu compte que ces outils, bah, ils étaient incontournables aujourd'hui dans, dans la pratique médicale. Et donc, on avait un petit temps d'avance par rapport à d'autres. Et voilà, et on a vu aujourd'hui maintenant, ça se développe absolument partout et on a plein d'ophtalmos maintenant qui travaillent avec l'intelligence artificielle tous les jours. Mais donc voilà, donc on a effectivement une culture de l'intelligence artificielle dans le service qui est un peu plus développée avec des tests de sciences en intelligence artificielle, voilà, des unités de recherche. On est affilié à une unité de recherche INSERM, qui travaille sur l'intelligence artificielle. Enfin voilà, on a des partenariats qui nous permettent de rester à la pointe tout en étant ophtalmo et en étant bien conscient que l'intelligence artificielle, quand tu es ophtalmo, c'est pas toi qui va, voilà, tu vois, tu as besoin d'avoir des ingénieurs, tu as besoin d'avoir des gens qui sont plus compétents que toi, évidemment. D'accord, très bien, parce qu'on connaissait bien, l'intelligence artificielle dans la lecture de rétinaux, hein, qui va donner un vert ou un rouge en fonction de qui détecte quelque chose. Et donc du coup, tu le disais, en créant des algorithmes pour les calculs d'implants, il y a d'autres domaines, qui te paraissent être, accessibles à cette IA? Ouais, complètement. Alors, tu vois, le calcul d'un plan, c'est vraiment l'exemple parfait parce que c'est quelque chose que tu fais tout le temps. C'est un impact direct pour les patients. Le calcul d'un plan, la cataracte, c'est vraiment, voilà, c'est la chirurgie la plus fréquente en France. Si tu améliores le calcul d'un plan, tu améliores directement la prise en charge de 800 000 patients par an. Donc, c'est voilà, c'est exactement ça qu'on veut. Après, si on va sur des niches un peu plus importantes, c'est toujours l'idée de se dire qu'avec de la reconnaissance d'image, tu vas pouvoir améliorer la détection de pathologies
par l'analyse de topographie cornéenne, par l'analyse d'OCT cornéen. Et donc, typiquement, un des exemples, c'est la détection du kératocone. Sur le kératocone, cette pathologie cornéenne qui donne une déformation de la cornée, et ben, on a des critères à la topographie qui vont permettre de les diagnostiquer. Parfois, c'est un peu fin, c'est pas si simple. Et donc, en tant que cornéologue, nous, on va être un peu plus sensibilisés, mais peut-être qu'un ophtalmo plus généraliste va avoir plus de mal grâce à l'outil. Et ben, il va avoir une précision qui sera meilleure même qu'un cornéologue spécialisé. Typiquement, c'est vraiment ce genre de choses. Et ça, tu peux le décliner pour la rétine, tu peux le décliner pour la cornée, tu peux le décliner pour ce que tu veux. D'accord. Donc, du coup, on avait vu déjà, il y a une vingtaine, voire une trentaine d'années, un décrochage hein, de certains ophtalmologues par rapport à d'autres. Et donc, du coup, la nécessité d'un regroupement parce que l'OCT est arrivé et qu'il fallait absolument être équipé, etc. Est-ce que l'IA, parce qu'évidemment, l'IA, c'est pas gratuit, il va falloir le payer, hein, notamment par le biais d'un abonnement, souvent. Le format du SaaS est tellement intéressant que, du coup, je doute que l'industrie s'en passe. Donc, du coup, est-ce qu'il ne va pas y avoir, on va recréer finalement cette ophtalmologie à deux vitesses avec ceux qui seront équipés et ceux qui ne le sont pas? Alors, c'est une excellente question, effectivement, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le SaaS, l'abonnement va être à des prix l'abonnement il va être à des prix parfaitement accessibles. Et quand tu vois le prix des machines, les machines coûtaient extrêmement cher. C'est pour ça on regroupait sur un abonnement, ça te coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Donc là-dessus, tu n'auras pas ça. Et puis l'autre chose, alors, nous, ça nous caractérise parce que c'est notre IA à nous. Donc voilà, nous, toutes nos formules, on les a mises gratuites en ligne parce qu'on estime que justement, l'intérêt, c'est que ça profite à tout le monde. Et donc, tu as aussi ce modèle de gratuité qui est un peu dans la logique aussi de l'intelligence artificielle. D'accord, très bien, super. Eh bien, écoute, parfait là-dessus. Moi, j'aimerais que l'on parle ensemble aussi du reste, puisqu'on sait que tu es un chirurgien émérite. Euh, Tu es fan je crois, d'alpinisme, d'ultra trail. Raconte-nous un peu comment tu y es venu et comment tu arrives justement à mixer les deux entre être un Parisien la semaine et le week-end t'attaquer sur les sentiers. Ouais, alors c'est effectivement, c'est un profil particulier. Donc, effectivement, donc même si je suis parisien, j'aime bien être dehors. Donc ça, voilà, j'aime bien l'extérieur. Ma vie a fait que j'habite à Paris et que je suis parisien et très heureux de l'être. Néanmoins, comme tu l'as très bien dit, il faut travailler, mais il faut pouvoir faire autre chose. Et donc moi, ma passion, effectivement, donc c'est la montagne. Alors j'y suis parce que mes parents m'ont fait grandir dans cet univers. Donc j'ai beaucoup accompagné mon père en étant enfant. Et donc, j'ai fait de l'alpinisme depuis petit. J'ai essayé de progresser donc, avec des expéditions lointaines et des sommets à relativement haute altitude. Mais tout ça va dans un équilibre global d'idées d'être dehors, de sortir, de couper aussi un peu avec ton milieu professionnel, de pouvoir te complètement dehors et dans des activités où tu as besoin justement de décrocher. C'est-à-dire que tu as besoin d'être concentré sur complètement autre chose, sur tes sensations de ton corps, sur ton personnel. Tu peux pas faire de l'escalade, tu peux pas grimper dans un milieu un peu, voilà, un peu compliqué, un peu dangereux, si tu n'es pas 100% concentré sur ce que tu fais. Et donc, ça te permet vraiment de couper complètement. Et donc, voilà, donc effectivement, l'Ultra Trail te permet aussi de faire ça, de gagner en autonomie, en performance pour pouvoir aller toujours plus loin et plus vite sur certains sentiers. Moi, je vois ça plus comme une façon de rester en forme et de me permettre d'avoir des objectifs en alpinisme. C'est-à-dire qu'en montagne, on sait que la vitesse est souvent la sécurité, que se déplacer vite, c'est important. Et donc, l'Ultra Trail te permet de gagner un peu en ça. Ça demande un petit peu d'ajustement dans ta vie personnelle aussi, mais c'est une passion, ouais. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, ouais. D'accord, alors l'ultra trail, on rappellera pour les non-connaisseurs que c'est de la course, mais pas sur le plat, sur des sentiers bien souvent et avec un dénivelé, hein. Et quand on parle, ça c'est du trail, et l'ultra, c'est quand on va dépasser les 60-80 km. J'ai vu que tu as récemment été finisher d'un 80, l'Eco-Trail à Paris. Comment on fait pour s'entraîner dans un univers parisien plutôt bitumé? Ouais. Et bah écoute, ouais, surtout, l'Ego Trail encore, c'était relativement plat, c'est bien, mais je suis passé à Annecy il y a pas longtemps où il y avait 5000 mètres de dénivelé positif, donc 10 000 en cumulé. Donc là, effectivement, il faut que tu trouves des pentes, parce que s'il n'y a pas de pente, ça marche pas. Et on trouve des bosses. On trouve des bosses à Paris, Montmartre, dans le bois de Vincennes, la forêt de Meudon. Mais c'est sûr que c'est pas suffisant. Il faut partir le week-end un peu en montagne pour courir en montagne. Et puis, il faut courir.
faut courir un petit peu. Donc voilà, c'est à peu près une dizaine d'heures d'entraînement par semaine. Euh, voilà, alors pas forcément que de la course à pied, mais en tout cas de sport, ça c'est sûr, tu peux pas te passer d'entraînement régulier. Et, mais on y arrive et même il y a des très très bons trailers et ultra-trailers parisiens, parce que moi je suis Casquette vraiment verte? un amateur, Casquette verte, casquette verte, j'imagine? voilà, C'est ça. voilà, qui sont des gens vraiment très très performants. Et voilà, donc moi je suis vraiment à mon humble niveau d'amateur. D'accord. Et donc, du coup, tu vises le Graal, l'UTMB, la Diagonale des Fous, c'est 170 km, 10 000 mètres de dénivelé. Ouais, l'UTMB, alors donc ça passe en bas de chez mes parents, donc c'est quelque chose que j'aimerais, voilà, quelque chose que j'aimerais faire. Mais bon, c'est encore autre chose. On est encore sur un entraînement très différent. Et puis, ouais, là, j'avance aussi, donc il faut quand même il faut quand même se rendre compte, même si dans l'ultra trail, tu peux être un peu plus âgé, c'est quand même quelque chose qui compte. Et non, ouais, l'UTMB, pourquoi pas. Et puis, surtout, essayer de continuer pour aller en montagne, de faire des belles choses, des beaux sommets où tu varies un peu, tu mélanges les spécialités, à la fois de faire un peu de glace, de la cascade, de pouvoir faire de l'escalade. Ce qui est intéressant, c'est quand tu peux mixer de la technicité avec, voilà, donc monter un peu en altitude, pas prendre d'oxygène. C'est aussi intéressant au niveau physiologique de voir comment ton corps réagit quand tu es en très haute altitude. Donc voilà, tout ça, c'est des choses, mais qui prennent un peu de temps, mais qui font que tu te sens vivre aussi, donc c'est important. D'accord, très bien. Super intéressant. Si on revient à l'ophtalmologie, où est-ce que tu te vois dans 10 ans et comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Est-ce que tu te vois encore à la Fanda ou peut-être avoir migré ailleurs? Comment je te vois et comment tu vois, au-delà de ta propre expérience, comment tu vois cette spécialité? Alors, moi, dans 10 ans, ouais, là, enfin, je pourrais très bien me voir à la Fondation Rothschild. Il n'y a aucun souci. C'est toujours une histoire de dynamique. C'est la dynamique. Tant que la dynamique est positive, si tu veux, tu restes. Et là, tous les projets on a tellement de choses en cours que c'est magnifique, c'est hyper stimulant, c'est hyper enrichissant. Donc, évidemment, un grand oui pour rester. J'ai pas du tout enfin, de plan de carrière, tu vois, au sens propre du terme, parce que tant que tu fais ton activité, que tu vois des malades, que tu opères des malades et que tu fais des choses intéressantes à côté, c'est super intéressant. On a la chance de pas avoir comme tu parlais tout à l'heure, d'avoir un besoin enfin, financier, tu vois, qui est trop important parce qu'on n'a pas un si grand décalage entre le secteur 1 et le secteur 2. Donc, ça nous permet quand même de rester à l'hôpital sans faire une croix sur plein de choses. Donc, ça, Oui, c'est quand même bien super sûr. important. Euh, donc là-dessus, oui, moi, la fondation, un grand oui. Après, évidemment, la vie est faite parfois de rebondissements, mais par ailleurs, l'ophtalmo évolue beaucoup, beaucoup, beaucoup ces derniers temps. Pas forcément dans des choses bien, des choses moins bien, je pense, mais il faut qu'on fasse attention. Tu vois, on a la démographie ophtalmologique, elle est compliquée. Mm. Donc, on a toujours des bonnes idées, mais qui sont souvent détournées en moins bonne idée. Donc, il faut qu'on arrive à garder une qualité de soins, arriver à soigner les gens, à essayer d'être accessible, mais sans faire n'importe quoi, sans tomber voilà, dans de l'abattage de patients avec des listes énormes, parce que en fait, tu dis, je réponds à un besoin de santé publique, mais voilà, il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu. C'est pas évident. Et là, je pense que c'est le défi de l'ophtalmologie des 10 prochaines années, c'est de répondre avec la démographie d'ophtalmo et la démographie de la population vieillissante, tu vois, française, à voir les patients tout en faisant de la médecine de bonne qualité. Et c'est un vrai enjeu. Enfin, c'est pas si simple. D'accord. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui sort d'un assistanat, d'un clinica et qui veut s'installer ou alors qui hésite à faire du public, du privé ou du mixte? Quel conseil tu leur donnes? Ah, tu sais, nous, on en a tous les jours là, à l'hôpital, hein, des gens voilà, qui finissent leur assistanat et après qui prennent des voies un peu différentes, hein, donc que du privé, comme tu dis, du privé voilà, mixte. Il n'y a pas de. Toutes les voies, elles sont belles. Toutes les voies, elles sont belles. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Il faut vraiment que tu vois et que, objectivement, enfin, ce dont à quoi tu aspires, en fait. C'est-à-dire que si tu as toujours voulu être ton propre patron, tu as envie d'être tranquille, de travailler dans ta structure, et tu as une fibre entrepreneuriale, le cabinet, c'est magnifique. Tu vois, c'est un modèle qui te permet de t'épanouir complètement et de faire de la médecine que tu veux, au rythme que tu veux. Enfin, c'est superbe comme mode de fonctionnement. À côté de ça,
si tu invites à des projets où tu as besoin d'avoir une grosse structure comme un hôpital pour te soutenir, parce que des projets, tu peux pas les faire autre part qu'à la fondation, au 15-20 ou à la PHP, en fait, hein. Tu as besoin d'une structure derrière toi. À ce moment-là, c'est quand même très intéressant de pouvoir rester dans ce type de structure. Et donc, voilà, l'activité mixte, c'est quand même le schéma le plus classique. Après, l'activité 100% à l'hôpital, bah, je veux dire que ça va aussi dépendre des opportunités qui se présentent parce que voilà, des bonnes places, il y en a, mais bon, elles sont parfois un peu occupées. Et donc, si parfois, bah, si tu tombes bien au bon endroit au bon moment, bah, c'est encore autre chose. D'accord, très bien. Bon, mais écoute, merci Christophe pour ta présence et puis pour ton ouverture d'esprit et pour ton sourire qui est bien agréable en ce moment. Eh ben, écoute, merci à toi, merci beaucoup. Et puis, on se croisera peut-être sur un sentier. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt, au revoir. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Christophe nous a ouvert les portes de ses deux passions, l'ophtalmologie et la montagne. C'est sa façon d'équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.